Bienvenue dans l'œil de la cyber, le podcast qui donne la parole aux acteurs du numérique. Je suis Anne-Laure de la Rivière, directrice de la communication de Gatewatcher, et je reçois Vincent de Creillancourt, Chief Business Development and Strategy Officer du CyberPeace Institute. Aujourd'hui, nous allons discuter des enjeux de paix dans le cyberespace. Retrouvez tous nos podcasts sur www.gatewatcher.com. Si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner au podcast Dans l'œil de la cyber pour ne pas rater la sortie du prochain épisode. Bonne écoute! Bonjour Vincent. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. On va aborder un thème plein de promesses aujourd'hui puisque nous allons parler de paix au sein du cyberespace. Mais avant ça, comme le veut la tradition, j'aimerais qu'on parle un peu de vous et de votre parcours. Donc, vous avez, dans un premier temps, travaillé au sein d'administrations françaises, donc le ministère des Affaires étrangères, ministère des Armées, ministère de l'Intérieur, également celui de l'économie. Vous avez également une expérience aux Nations Unies et 4 années passées dans le privé, donc Thales, Huawei et conseil en stratégie chez Olivier Wyman. Et puis, vous avez également souhaité vous investir localement en vous impliquant en tant qu'élu local dans la ville de Levallois-Perret, en tant que fondateur du think tank Territoire, chargé donc de fournir des réponses concrètes à des enjeux territoriaux propres au régime français. Vous avez ensuite rejoint en juin 2022 le CyberPeace Institute en tant que directeur du développement international et des partenariats stratégiques de l'ONG. Donc un parcours bien complet que vous avez notamment centré sur les questions de cybersécurité. Alors la question aujourd'hui, c'est pourquoi avoir choisi la cyber et pourquoi avoir choisi de basculer dans le monde des organisations non gouvernementales. Merci beaucoup pour cette question et merci encore une fois de m'avoir invité. Je suis très content de partager ce moment avec vous. Alors la cybersécurité n'est pas un sujet qui est tout à fait nouveau dans mon parcours. C'est même un peu le fil rouge de mon évolution professionnelle depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Quand je travaillais dans la défense, vous l'avez rappelé, j'ai participé à la mise en place des premières opérations numériques d'ampleur, dans le cadre de ce qu'on appelle, dans les forces spéciales, les actions d'influence, ou PSYOPS, dans la doctrine otanienne. Donc des actions que nous avons pleinement intégrées dans la planification opérationnelle, dans le cadre des interventions extérieures de la France, au Sahel en particulier. J'ai ensuite rejoint le ministère des Affaires étrangères, vous l'avez dit, la direction de la coopération de sécurité et de défense, qui est une direction hybride, composée à la fois de diplomates, de militaires, de policiers, dont la mission principale est de renforcer l'appareil sécuritaire des pays partenaires de la France. Et parmi les outils de renforcement capacitaire, nous avons créé des centres de formation, des écoles, des académies dans des villes stratégiques, et parmi elles, une école dédiée à la cybersécurité, justement, à Dakar, et une académie internationale de lutte contre le terrorisme à Abidjan, qui devait développer une composante cyber. Alors, j'étais très impliqué dans le processus de création de ces deux entités, et quand j'ai rejoint ensuite les groupes Thales et Huawei, la cybersécurité faisait partie de mes attributions. Donc finalement, mon arrivée au sein de la direction du CyberPeace Institute s'inscrit dans une vraie continuité. Et donc je suis passé de l'autre côté, celui d'une vision peut-être moins offensive, moins sécuritaire de la cybersécurité, tournée vers la paix. Alors, ça correspond peut-être aussi à une étape de ma vie où j'ai envie de donner du sens à mon parcours, à l'expérience, aux compétences que j'ai acquises, et en les mettant au service d'une belle cause, la pacification du cyberespace. C'est une belle mission, et c'est vrai que d'habitude on rencontre surtout des acteurs qui ont un intérêt business à accompagner les organisations. Comment est-ce que vous fonctionnez en termes de moyens financiers au CyberPeace Institute ? Alors, c'est une organisation qui est née assez récemment, en 2019, avec un statut de fondation de droit privé, droit suisse. Nous avons grandi ensuite comme ONG, donc non-profit, avec une trajectoire qui nous oriente vers des missions, des prérogatives qui pourraient nous amener à devenir une organisation internationale. Mais parce que nous sommes en puissance, puisque nous avons validé en 2022 la stratégie d'adhésion des États à nos travaux et au financement de nos activités, pour répondre à votre question, aux côtés d'acteurs privés et de la philanthropie. Donc c'est comme ça que nous vivons et que nous fonctionnons. Alors l'avantage d'être une ONG, c'est que nous vivons de l'intérieur les difficultés rencontrées par le monde humanitaire dans le contexte international actuel. Un contexte marqué par une situation géopolitique, économique qui est compliquée. Et la crise Covid n'a pas été sans conséquences pour les ONG, obligées de se réinventer, d'accélérer parfois leur stratégie de digitalisation, en devenant des cibles privilégiées
pour les cybercriminels. Alors justement, pourquoi est-ce qu'elles sont particulièrement visées par les cyberattaques ? Alors c'est le secteur le plus touché après le monde de la tech à l'échelle globale. D'accord. Donc effectivement, c'est devenu une cible prioritaire. Et c'est pour ça qu'il fait partie des 3 secteurs que le Cyber Peace Institute a définis comme prioritaires, avec le secteur de la santé et les populations vulnérables dans les zones de conflit, mais je pense que nous y reviendrons. Oui, effectivement. Alors, concrètement, quelles pourraient être les conséquences d'une cyberattaque pour une ONG humanitaire, par exemple, ou pour une qui s'assure du maintien de la paix ? Alors les ONG subissent 4 types de cyberattaques. D'abord le vol de données personnelles ou sensibles liées aux bénéficiaires de ces ONG, les populations vulnérables, par des acteurs étatiques ou assimilés, avec des conséquences assez lourdes, comme d'espionnage, des enlèvements, des assassinats parfois, et une perte de confiance des donateurs et des bénéficiaires. On assiste aussi à des vols de fonds, de donations, à travers des attaques au ransomware en particulier, donc le rançongiciel en bon français. Alors pour rappel, c'est une rançon qui est réclamée contre le déblocage des systèmes informatiques, pour faire court, et là avec des conséquences évidentes, la paralysie des opérations, la faillite, et encore une fois un sujet de perte de confiance et un problème en termes de réputation. Voilà. Il y a également des opérations de désinformation, de déstabilisation, à travers des campagnes menées sur les réseaux sociaux, avec des conséquences aussi en termes de réputation et parfois l'impossibilité de mener à bien la mission, notamment dans des contextes polarisés. On avait parlé du maintien de la paix, les médiations, etc. Voilà. Et plus radical enfin, un quatrième type, c'est une opération de destruction pure et simple pour interrompre totalement les activités d'une ONG pour des raisons essentiellement politiques. Donc vous voyez, les conséquences sont assez nombreuses, assez lourdes, et elles peuvent interrompre le bon fonctionnement des missions d'une ONG. Ouais. Je comprends effectivement que les ONG sont fortement visées et pourtant c'est pas au cœur de leur activité, se protéger contre les cyberattaques. Aujourd'hui, 4 ONG sur 5 n'ont toujours pas de stratégie de cybersécurité et la plupart d'entre elles n'ont pas les moyens d'assurer leur cybersécurité. Donc, comment les sensibiliser face à ces enjeux cyber ? C'est une question très importante, et c'est parce que les ONG sont encore insuffisamment formées, préparées dans ce domaine que nous intervenons précisément. Et sensibiliser les ONG fait partie de nos missions. C'est même la première étape. Pour mieux les embarquer, pour être en mesure de mieux les accompagner, nous avons développé des programmes qui permettent à beaucoup d'autres acteurs de participer à nos activités sous la forme de volontariat. Donc on a des volontaires, experts en cybersécurité, issus du privé principalement, qui donnent un peu de leur temps chaque année pour nous aider à mieux protéger les ONG partout dans le monde. Donc nous organisons cette ressource additionnelle, cette force de frappe, pour démultiplier nos capacités de sensibilisation et d'intervention. Alors il faut évidemment sensibiliser les ONG, vous l'avez rappelé, en insistant sur les conséquences très lourdes des cyberattaques sur leurs activités, mais il y a aussi un effort de sensibilisation important que nous conduisons à l'égard des pouvoirs publics, du secteur privé, pour leur demander de nous soutenir dans cet effort, en leur rappelant que le soutien direct qu'ils apportent aux ONG peut partir en fumée sans des moyens dédiés à la cybersécurité de leurs bénéficiaires. Donc c'est important de passer par la case Cyber Peace Institute en parallèle pour assurer la continuité des missions de ces ONG et sécuriser à la fois leurs dons et leurs données. Donc si je résume, vous vous occupez de renforcer la protection de ces ONG, vous les accompagnez et puis vous effectuez également des activités de prévention. Vous avez donc un rôle multiple auquel donc, se rajoute la promotion des questions cyber auprès des États et des organisations internationales. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu plus en détail sur l'ensemble de vos activités pour qu'on ait une vision un peu plus claire de tout ça? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, on vient de parler de la mission d'assistance aux ONG, mais j'ai dit notre action porte sur 2 autres secteurs, celui de la santé et les populations victimes de conflits armés. Alors, chacune de ces catégories fait l'objet d'un accompagnement spécifique en nous appuyant sur nos 3 missions d'assistance, d'analyse et de public policy. Donc sur la santé, nous avons par exemple développé un traceur d'incidents, le CIT Healthcare, qui permet de répertorier les attaques perpétrées contre les acteurs de la santé pour mieux analyser leurs conséquences et qui est en accès libre sur notre site. Et je vous invite fortement à aller y jeter un œil. Nous sommes en train d'ouvrir un nouveau cycle de partenaires d'ailleurs pour le maintenir et le développer, donc voilà, à bon entendeur. Nous avons aussi suscité une initiative globale, un compendium multi-stakeholder qui a été lancé à New York l'an dernier depuis le siège des Nations Unies. Nous avons aussi lancé un appel au gouvernement. Nous avons produit des rapports d'analyse pour étudier l'impact humain des cyberattaques qui visaient le secteur de la santé.
Et pour la catégorie zone de conflit, je peux citer, mais je pense qu'on y reviendra, la plateforme Ukraine que nous avons lancée. Oui. Voilà, et qui est aussi en accès libre sur notre site. On va en parler un petit peu après. Donc, dans une perspective d'assistance opérationnelle des ONG et d'expertise technique, vous avez notamment mis en place le Cyber Peace Builder, permettant de mettre en relation différents experts pour assister les ONG. En quoi ça consiste exactement ? Alors j'ai parlé tout à l'heure des volontaires qui nous accompagnaient dans nos tâches. Nous fournissons aussi des outils techniques gratuits qui permettent de détecter des attaques, de les résoudre. Comme quoi, par exemple, comme outil technique ? Alors je vais les développer, mais l'ambition c'est vraiment de créer une grande communauté d'ONG internationales capable de s'entraider avec ces outils et aux côtés de ces volontaires. Alors le programme Builders, donc, que vous avez cité, c'est tout simplement la plateforme qui permet de mettre en relation les ONG bénéficiaires avec nos volontaires. Donc une plateforme très facile d'utilisation, qui propose des opérations d'assistance bien identifiées, auxquelles les volontaires sont invités à participer selon leurs compétences, selon aussi leur géographie d'intérêt, ou la catégorie d'ONG qu'ils veulent aider. Et tout ça, c'est gratuit, bien évidemment, grâce aux donations que nous recevons. C'est pour ça que nous pouvons offrir ces services gratuitement. Et aujourd'hui, donc, le programme Builders accompagne 115 ONG à travers plusieurs centaines d'opérations. Et notre objectif est d'accompagner 300 ONG avant la fin 2023 et 1000 avant 2025. Et quelle différence avec le centre de cybersécurité humanitaire que vous avez lancé il y a quelques semaines ? Alors, c'est une bonne question pour donner un corps, une structure à l'ensemble des services que nous déployons en faveur du monde humanitaire. Nous avons décidé de créer une structure unique, le centre de cybersécurité humanitaire, qui a été lancé effectivement le 27 février dernier. Le programme Builders fait d'ailleurs partie du centre. C'est un des services offerts par le centre, qui concentre son action sur 4 missions principales. La première, c'est d'informer sur les cybermenaces, les vulnérabilités et les incidents auxquels sont confrontés les acteurs humanitaires. Le second, c'est d'aider les acteurs humanitaires à détecter et à empêcher les cyberincidents de causer des dommages. Le troisième, c'est de répondre aux cyberincidents auxquels sont confrontés les acteurs humanitaires pour qu'ils se rétablissent aussi rapidement que possible. Et enfin, visons le renforcement, visons à renforcer un écosystème numérique résilient pour l'ensemble des acteurs humanitaires. Et donc concrètement, comment ça se passe ? Une ONG vous appelle et vous allez vers elle suite à votre travail de veille sur une zone particulière ? Alors oui, le principe est bien sûr celui d'une adhésion libre au programme. Nous avons vocation à aider le plus d'ONG possible, mais nous aidons d'abord celles qui en manifestent le souhait, évidemment, le besoin, qui viennent vers nous. Alors, nous conduisons aussi un travail de sensibilisation, on l'a dit, dirigé vers des zones ou dans des secteurs qui nous semblent faire l'objet d'un ciblage particulier, et nous proposons aux ONG concernées de nous rejoindre. Ça va dans les deux sens. Mais je précise qu'un important travail de qualification est effectué, à la fois des ONG et des volontaires qui nous rejoignent, avec comme mot d'ordre, évidemment, des principes éthiques très ancrés. Nous ne prenons pas le risque de faire entrer dans notre communauté des éléments un peu perturbateurs. Oui, d'accord. Et donc, quels sont les moyens mis à disposition par le Cyber Peace Institute directement actionnables par une ONG lorsqu'elle subit une attaque, par exemple ? Vous parliez d'outils techniques que vous mettiez à disposition des ONG, des outils de détection. Comment ça se passe concrètement ? Ouais, mais d'ailleurs que je n'ai pas répondu à votre question. Oui, je reviens à la charge. À ce moment-là, et vous faites bien. Alors, il y en a beaucoup, ça dépend aussi évidemment du niveau de maturité de l'ONG sur le plan cyber. Ça va du diagnostic initial aux formations de sensibilisation, en passant par des exercices d'hameçonnage, la surveillance du dark web, des conseils sur la gestion des mots de passe, des analyses de vulnérabilité des sites web, la sécurisation aussi de la messagerie, avec par exemple la mise en place d'une bannière d'avertissement externe sur les courriels. Ça peut être aussi l'élaboration d'un plan d'intervention en cas d'incident, ou des conseils en matière de cyberassurance, donc c'est assez large. Très bien. Ouais, donc, ou aussi bien l'usage de technologies type NDR et puis plus généralement de l'intelligence artificielle qui pourrait être pertinente dans la récolte de données à destination des ONG. Oui, alors, évidemment, nous conduisons en permanence un travail d'évaluation des solutions de cybersécurité que le marché peut nous offrir. Ce qu'on souhaite, c'est évidemment donner le meilleur à nos bénéficiaires. Donc bien sûr, les solutions offertes par le NDR, l'IA, demain le quantique, ont vocation à intégrer nos catalogues de services. Et c'est important de maintenir un niveau d'information très élevé dans ce domaine, qui évolue sans arrêt, vous le savez, et ne pas prendre de retard sur les méchants qui progressent très vite eux aussi. Oui, donc vous vous basez en fait sur des indicateurs de compromission et sur des données
de télémétrie aussi bien interne avec vos analystes qu'externe, donc sur la base du travail de pas mal d'organisations spécialisées en cybersécurité, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc de l'open source, des coopérations avec certaines entités et puis nos ressources internes, effectivement. Et vous avez fait le choix de mettre en avant l'impact des cyberattaques sur les individus directement. Et pourtant, quand on pense cyberattaque, on pense plutôt à impact économique, parce que ce sont les entreprises ou les administrations qui sont visées en premier lieu. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix de mettre en avant les individus, l'impact sur les individus? Alors encore, c'est une très bonne question qui renvoie à la vocation originelle de notre organisation. Et à la première de nos priorités, c'est l'impact humain, qui doit prendre le pas sur toute autre considération. Alors nous essayons d'assurer la paix numérique, c'est notre objectif, et la paix renvoie aux relations humaines d'abord, qui emportent des conséquences évidemment sur le plan économique ou politique, mais le choix de nous concentrer sur l'humanitaire, sur la santé, illustre bien cette concentration sur l'humain. Et puis, en matière de cybersécurité, on sait tous que la faille est aussi humaine avant d'être technologique. Exactement. Alors j'aimerais maintenant qu'on revienne un petit peu plus en détail sur un sujet clé en termes de cyberespace et de guerre. Je pense ici à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, un sujet sur lequel donc, le Cyber Peace Institute s'est positionné à travers de nombreux rapports. Vous avez même lancé une plateforme particulière mettant en avant les cyberattaques en temps de conflit, et l'Ukraine est au centre de cette plateforme. Alors pourquoi mettre l'accent sur cette guerre au-delà de l'aspect médiatique ? Quelle est la particularité de cette guerre et quel est le rôle du Cyber Peace Institute spécifiquement dans cette guerre ? Alors le Cyber Peace Institute doit être en prise avec l'actualité. Ce qui touche directement les entités que nous protégeons nous touche directement par ricochet. Donc nous devons être au plus près des préoccupations de nos bénéficiaires sur nos sujets. Aujourd'hui, il y a ce conflit qui remplit l'espace médiatique, qui mobilise beaucoup de moyens, qui porte beaucoup d'enjeux et dont les effets sont ressentis à de nombreux différents niveaux. Nous mesurons chaque jour chez nous. Mais nous sommes sans doute appelés à nous pencher sur d'autres zones de conflit que nous commençons déjà à regarder. Alors ce que nous faisons dans le cadre de ce conflit, je vais un petit peu le détailler, en commençant par vous dire qu'il y a 4 principales catégories de cybermenaces que nous avons recensées dans ce cadre, qui visent soit à détruire, soit à perturber, soit à désinformer, soit en bon français à weaponiser, donc transformer une donnée en arme. Et la documentation de ces attaques, ce que nous faisons, je vais y revenir, permet de mieux comprendre le rôle que la cyberdimension a joué dans le conflit. Donc j'ai parlé des attaques disruptives, perturbatrices, qui interrompent le fonctionnement des organisations et des systèmes, y compris les attaques en déni de service distribué, en anglais Distributed Denial of Service, DDoS, qui ont occupé une place importante dans le conflit, en touchant des organisations ukrainiennes, des organisations russes et certains pays membres de l'OTAN. Alors on a aussi des attaques destructrices, qui ont visé à effacer définitivement des données ou à endommager des systèmes qui ont été déployés contre des institutions publiques, des sociétés financières, énergétiques ou des fournisseurs de télécommunications. J'ai parlé de la weaponisation des données, donc qui a aussi été un phénomène très observé, avec des attaques conduisant au vol ou à l'exfiltration de données, ou à l'acquisition de données à des fins d'espionnage, de surveillance ou de renseignement. Et là, de nombreux incidents aussi ou campagnes ont été consacrés à la diffusion de fausses informations et à la propagande. Donc nous avons créé, vous l'avez rappelé, une plateforme, la plateforme Ukraine, qui est accessible encore une fois librement sur notre site et qui permet aux visiteurs d'examiner ce type d'attaque, d'identifier les pays qui ont été touchés par des attaques allant du DDoS aux opérations de piratage et de fuite, en passant par l'utilisation de logiciels malveillants. Et donc on parle de cyberguerre entre l'Ukraine et la Russie, et même si cette appellation porte débat au sein des instances politiques et militaires, on s'attendait tous à avoir des cyberattaques spectaculaires au moment de la déclaration de guerre, et puis finalement ça n'a pas vraiment eu lieu. Est-ce qu'on peut vraiment parler de cyberguerre, selon vous ? Et puis est-ce qu'on peut parler de cyberguerre au niveau international, du coup ? Alors oui, je pense, même si l'expression peut être réévaluée dans sa pertinence, mais on parle de cyberguerre parce que jamais cette dimension n'avait pris autant de place dans la réalité du conflit. Le 24 février, quelques heures avant le départ des chars, les premières cyberattaques étaient lancées par la Russie. Donc il y a un lien étroit entre les deux. Et de ce point de vue, ce conflit peut être considéré comme charnière. C'est une vitrine aussi pour montrer de quoi les groupes de hackers proches de l'État sont capables, et c'est sans doute en matière de désinformation, je l'ai dit, que ce phénomène est le plus et le mieux observable, même si tous les types de cyberattaques
sont utilisés. Et donc pour étayer encore cet argument, renforcer l'idée qu'on assiste bien à une cyberguerre, on peut préciser que les cyberattaques ont touché la plupart des secteurs d'activité économique. Et beaucoup de ces secteurs fournissent des infrastructures ou des services essentiels à la survie de la population civile. Bon, il s'agit du secteur de l'énergie, des transports, des télécommunications, l'administration publique, les finances ou les médias. Et donc nous avons rassemblé beaucoup de données concernant de nombreuses cyberattaques contre le secteur de l'énergie, par exemple, qui comprend l'approvisionnement en électricité et en gaz. Les cyberattaques contre ce secteur ont provoqué des pannes et des pénuries d'énergie, ce qui a également des répercussions sur la capacité des autres secteurs à fonctionner. Donc les cyberattaques et les perturbations du secteur augmentent la pression sur l'approvisionnement en énergie sur le marché au sens large, qui est interconnecté à l'échelle régionale et mondiale, et là je réponds à votre question, et qui accentue les tensions géopolitiques. Voilà, par exemple, les récentes cyberattaques contre des entreprises énergétiques européennes seraient liées à l'imposition récente de sanctions contre la Russie, enfin récentes, elles sont plus récentes, avec des collectifs dits activistes qui s'en prennent également aux entreprises énergétiques en compromettant leur système, en exfiltrant des données et en les publiant en ligne. Alors, dans ce conflit, donc vous avez au Cyber Peace Institute relevé plus de 11 000 cyberattaques, dont 82% donc des opérations de piratage et des fuites de données seraient apparemment menées par la Russie. Dans ce conflit, 80% des cyberattaques analysées par l'Institut sont des attaques auto-attribuées. C'est-à-dire que les acteurs de la menace divulguent publiquement une cyberattaque en s'attribuant la responsabilité de l'attaque. Comment être réellement sûr de l'attribution d'une cyberattaque ? Parce qu'on sait qu'il est possible d'imiter le comportement cybernétique d'autres personnes. Et d'ailleurs, de nombreux gouvernements ne se risquent pas à attribuer ces cyberopérations à un pays en particulier. Donc, est-ce que c'est l'avantage d'être une association politiquement neutre qui vous permet d'attribuer les attaques ? Alors, bonne question, je reviens simplement sur les chiffres. C'est lié au fait qu'on a décalé, à cause des grèves, l'enregistrement. On est à 1330 cyberincidents répertoriés à la fois en Ukraine, dans les fédérations de Russie et dans des pays non belligérants. Donc on a recensé à peu près 347 cyberincidents contre les entités en Ukraine, 229 contre les entités de la Fédération de Russie. Et donc voilà, on a ces chiffres-là qui sont extrêmement importants. Nous n'attribuons pas nous-mêmes, pour répondre à votre question sur l'attribution, nous n'attribuons pas nous-mêmes les incidents, mais nous recueillons et rassemblons les informations provenant de sources ouvertes, principalement. Et nous ne pouvons pas toujours être sûrs à 100%, oui. Mais pas loin. Les données sur les cyberattaques documentées sont soumises à une classification très rigoureuse qui est basée sur la fiabilité de la source d'information, avec 3 niveaux de fiabilité: niveau confirmé, niveau probable et niveau possible. Niveau confirmé, c'est un niveau de certitude qui est le plus élevé. Quand l'information provient de la cible d'une attaque, donc l'entité X confirme qu'elle a été la cible d'un cyberincident qui a été revendiqué par l'acteur de la menace Y. Probable, c'est lorsque la confirmation provient d'une source secondaire, donc l'entité X confirme un incident dans un communiqué de presse, les biais d'information Y en font état, mais le communiqué de presse lui-même est introuvable. Ça vient aussi d'un rapport d'enquête technique, forensique, ou de la corroboration par un tiers d'un incident, après qu'un acteur de la menace en a revendiqué la responsabilité. Alors on distingue 2 types d'incidents auto-attribués, c'était sans votre question, les incidents corroborés, que nous documentons, et les incidents non corroborés, que nous ne documentons pas. Et dans le premier cas, l'auto-attribution s'accompagne d'une forme de preuve, par exemple un rapport, Checkhost, qui est un outil en ligne permettant de surveiller les sites web et de vérifier la disponibilité des hôtes, des enregistrements DNS et des adresses IP. Dans le second cas, il s'agit uniquement d'une revendication d'une attaque. D'accord. Comment faire dans un contexte aussi particulier que celui-là pour une association de garder sa neutralité politique et son indépendance ? Alors c'est évidemment difficile, mais c'est une exigence que nous imposons, une exigence de neutralité et d'indépendance vis-à-vis des États, mais aussi vis-à-vis de nos donateurs, ce qui n'est pas évident. Mais les donateurs jouent parfaitement le jeu, ils comprennent cette exigence et ne se permettraient pas jamais à une quelconque ingérence ou des orientations qui conduiraient à leur donner un quelconque avantage stratégique. Donc c'est difficile, mais c'est impératif. Vous travaillez avec tous les États ? Alors on a vocation à travailler avec tous les États. On a créé récemment des structures qui permettent
de les accueillir à travers des plateformes de dialogue pour les encourager à échanger sur des sujets particuliers que nous portons. Alors, au vu du nombre quotidien de cyberattaques dans le monde, comment est-ce qu'on fait la hiérarchisation de ces événements au sein de votre institut ? Comment distinguer tel ou tel fait par rapport à un contexte géopolitique particulier ? Aujourd'hui, on est focalisé sur les cyberattaques touchant l'Ukraine, mais qu'en est-il des autres pays ? Est-ce qu'une attaque peut-être moins relayée au sein des médias ne pourrait-elle pas avoir une incidence toute particulière sur une situation géopolitique ? Et donc, comment est-ce que vous classifiez l'importance de ces sujets, lesquels méritent une attention particulière et donc d'être portés au sein des institutions, par exemple ? Alors la priorisation que nous faisons est vraiment consubstantielle de notre création, en ciblant humanitaire, santé et zones de conflit. Nous faisons déjà un choix assez fort face à la prolifération tous azimuts des cyberattaques. Alors bien sûr, l'actualité fait partie aussi de nos aiguillons, je l'ai dit, parce qu'elle emporte des conséquences évidentes sur les acteurs que nous accompagnons. Et donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais donc ça tient à la fois à ce que nous sommes, à notre identité, et à notre exigence de suivre de près ce que font nos bénéficiaires et ce que subissent nos bénéficiaires. C'est-à-dire que vous ne faites pas de classification particulière, en fait, vous prenez toutes les cyberattaques, tous les... Oui, on essaie de se tenir aux arches stratégiques qu'on a définies en étant créés. Alors peut-être, avec l'avenue d'autres moyens, on élargira à d'autres publics, à d'autres catégories. C'est des catégories de taille de cyberattaques qui vont cibler des ONG particulièrement importantes ou particulièrement sensibles. Enfin, est-ce qu'il y a c'est pas lié à l'importance, même si l'importance en termes de moyens d'une ONG peut avoir un impact sur sa maturité de cybersécurité. Les ONG qui ont les moyens de se défendre ne vont pas forcément être celles que nous allons cibler en priorité. Notre enjeu, c'est d'accompagner celles qui ont le moins les moyens de se défendre. Donc effectivement, c'est un des éléments d'appréciation. Ouais. D'accord. Alors la situation en Ukraine révèle certaines limites, notamment en termes d'applicabilité du droit international humanitaire et des droits de l'homme. Les États doivent notamment respecter un certain cadre normatif définissant les obligations positives et négatives quant à la manière dont les États doivent agir dans le cyberespace. Je pense notamment à la résolution 70-237 de l'Assemblée générale des Nations unies. Alors, comment encourager aujourd'hui les États à respecter ces règles qui sont en soi déjà présentes, qui existent déjà ? Ah oui, c'est essentiel. L'utilisation de la dimension cyber, c'est une réalité de la guerre, on l'a dit en parlant de la cyberguerre. Effectivement, elle ne se produit pas dans un vide juridique. Le droit international humanitaire s'applique et régit théoriquement la conduite des hostilités, y compris l'utilisation des outils cyber, et ce droit, oui, doit être respecté. Et les parties au conflit ont l'obligation de le respecter, y compris la population civile d'ailleurs, et les infrastructures essentielles à la survie. Alors vous vous souvenez peut-être que c'était un débat assez animé il y a quelques années à Genève sur l'extension de une sorte de convention de Genève dédiée à la question cyber. Alors donc oui, il existe un cadre normatif pour le comportement responsable des États qui a été approuvé par les États membres des Nations Unies, et nous devons maintenant essayer de mettre en œuvre cette réglementation à l'échelle nationale, aux échelons nationaux, et veiller à ce qu'elle soit observée et respectée. Alors nous avons besoin que tout le monde joue le jeu, on parle des États, mais les entreprises aussi, la communauté internationale en général a son rôle à jouer. Les entreprises doivent se sentir engagées, responsables, être plus explicites sur les risques liés aux technologies qu'elles utilisent ou fournissent, et pas seulement sur les opportunités qu'elles offrent, y compris les besoins importants de protéger les données personnelles et les droits des personnes par la concession des produits. Et les gouvernements, oui, devraient se montrer évidemment à la hauteur de leur devoir de protection des individus, et donc non seulement assumer le coût politique de l'attribution publique d'une cyberattaque, mais aussi employer tous les moyens disponibles pour demander des comptes aux acteurs responsables. C'est très important. Donc la question de la responsabilité, j'y reviens, reste cruciale pour assurer la stabilité du cyberespace, et la communauté internationale doit continuer à relever ce défi de manière cohérente en tenant compte des divers points de vue et intérêts de la vaste communauté des parties prenantes. Et donc pour vous, une nouvelle réglementation dans le cyberespace est nécessaire ? Vous pensez qu'il faut continuer Oui, il faut évidemment aller plus loin. Vous savez qu'il y a des groupes d'experts gouvernementaux, des groupes de travail qui se sont succédés pour tenter d'établir un cadre juridique pour l'utilisation du cyberespace et la cybersécurité. À ce jour, aucun document véritablement contraignant n'existe sur le sujet de la cybersécurité. Alors, ce qui ressort des travaux des GEG, GTCNL et de leur rapport, on peut citer deux, trois éléments. L'application du droit international et notamment la Charte des Nations Unies
au cyberespace. Donc une application des grands principes, parce que l'interdiction du recours à la force et le règlement pacifique des différends. On a aussi des discussions pour proposer des normes non contraignantes de comportement responsable des États, des sortes de bonnes pratiques, des propositions d'arriver à une compréhension commune de la notion de cyberespace et de ses enjeux, une proposition d'un renforcement des capacités pour appliquer le droit international et adapter le droit national. Voilà. On observe aussi une difficulté pour adopter un instrument contraignant en raison des divergences de vues concernant l'utilisation du cyberespace. Une difficulté parce qu'il y a des discussions qui portent sur la cybersécurité interétatique, alors que les acteurs non étatiques sont de plus en plus présents et jouent un rôle de plus en plus important. Voilà. Et sur la cybercriminalité, discussion en cours aussi par un comité ad hoc, vous savez, qui s'est réuni récemment d'ailleurs à New York pour l'élaboration d'une convention internationale générale sur la lutte contre l'utilisation des technologies de l'information et des communications à des fins criminelles. Bon, en 2 mots, en guise de conclusion, Vincent, est-ce que la paix est possible au sein du cyberespace ? Alors c'est une très bonne question, une grande question. Alors, il y a une citation de Jean d'Ormesson, que j'aime beaucoup, qui dit le plus important c'est Dieu, qu'il existe ou qu'il n'existe pas. Alors je transposerais bien ce propos à la paix. C'est-à-dire, le plus important ce n'est pas de savoir si la paix existe, si elle est possible, mais de poser la paix comme un enjeu. Sinon, plus rien n'est possible. En tout cas, merci beaucoup Vincent pour votre intervention. Merci de nous avoir remis en perspective que la cybermenace, c'est pas seulement ça n'a pas seulement un impact économique, mais avant tout un impact humain sur le monde, enfin dans le monde entier. Donc merci pour ça. Merci à vous qui nous écoutez. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à suivre notre actualité sur les pages LinkedIn et Twitter de Gatewatcher. Pensez à vous abonner au podcast Dans l'œil de la cyber et à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. À très vite dans l'œil de la cyber.